Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de ce motif que vous connaissez très certainement, qu'on retrouve notamment dans la cathédrale de Chartres. On va parler des cathédrales, enfin plus précisément de la cathédrale de Chartres, qui moi m'intéresse. On va parler de la résonance de Schumann, on va parler des ondes électromagnétiques, d'antennes, on va parler d'induction, on va parler de l'Atlantide, on va parler de beaucoup de choses. Voilà, et puis l'idée, ça va être de vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça, de vous dire un petit peu quelles sont les pistes qui, d'après moi, doivent être creusées et celles qui sont des fausses, en fait, des fausses pistes. Tout simplement pour trouver un petit peu la vérité, c'est le but de la chaîne. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a un petit Tipeee, ça me permet de soutenir mon travail, comme là, de pouvoir, par exemple, acheter un résonateur de Schumann pour pouvoir vraiment l'analyser de manière concrète avec des appareils de mesure. Voir vraiment ce que ça vaut, est-ce que ça serait potentiellement du bullshit ou pas, mais je pense que oui. Euh, Pareil, là, j'aimerais bien visiter la cathédrale de Chartres pour étudier plus en détail tout ça, donc ça va être tout le but de mon travail, de vous expliquer un petit peu mes recherches, mes trouvailles, mes points de vue. Parce que ça, à mon avis, ça a une très grande importance et vous allez voir que ça va avoir un lien avec tout ce que je suis en train de vous dire. Donc cette vidéo va faire suite à celle sur le quartz et celle que j'ai sortie, je crois, hier sur les technologies un peu oubliées de Tesla et surtout de l'Atlantide. Donc je vous avais fait une petite introduction via cette vidéo-là. Donc allez la voir, c'est très important pour avoir vraiment les bases, les fondements de sur quoi je me repose et quels sont mes points de vue. Alors, on va commencer par le fameux résonateur de Schumann. On va voir un petit peu comment il fonctionne d'après ce qui est dit sur Internet. Moi, ce que j'en pense, et un petit peu voir si c'est du vrai ou si c'est vrai ou pas vrai, et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser là-dedans, et je pense que oui. Alors moi, la résonance de Schumann, j'en avais déjà entendu parler, mais sans plus. Alors que j'ai l'impression que c'est quand même assez répandu dans le domaine, je ne vais pas dire ésotérique, mais plus New Age. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, il y a des gens qui commercialisent des petits appareils, des sortes de circuits imprimés. C'est des circuits imprimés avec, alors vous avez des condensateurs, je vois que là il y a des résistances, il y a des transistors, quelques puces, des variateurs, voilà, des trucs, des composants très très basiques, avec surtout l'élément central, ça va être le motif. Le motif qui va servir d'antenne. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Je pense que ça, pour le coup, ça n'est pas à jeter. C'est l'antenne. Et je pense que c'est un peu ce qui va nous permettre de remonter le fil d'Ariane. Et ça va être justement le travail de toutes ces vidéos. Donc, on en retrouve deux principaux de motifs. Donc celui en carré, qui forme, vu du dessus, exactement comme une pyramide. Donc c'est là que, d'après moi, il y a un lien entre plein de civilisations et les bâtiments, qui, d'après moi, ne sont pas juste des tombeaux. C'est pas possible. Vu le temps que ça prenait, l'alignement avec les étoiles, le fait que ça soit placé sur des lieux bien précis, avec des influences. Enfin, ça peut pas être mis au hasard et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Il y en a plein qui font un petit peu ce travail-là, notamment, comment elle s'appelle déjà? Julie Couvreuse, je crois que c'est ça son nom, qui fait un travail vraiment formidable à ce niveau-là, qui explique un petit peu les anomalies qu'on retrouve dans l'archéologie. Moi, c'est un domaine qui m'a toujours passionné et je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que mon intuition me disait d'aller vers là. Et aujourd'hui, j'arrive enfin à faire un peu la connexion entre tout ça. C'est tout le but de la chaîne, c'était pour un petit peu mettre ça en lumière et comment dire, et vous le partagez, parce que moi ça me passionne. Bref, il y a des anomalies en archéologie, il y a des choses qui sont là et pour lesquelles on n'a pas vraiment d'explication. Et je pense que ces bâtiments-là servaient, comme certaines cathédrales qu'on a chez nous, et d'anciens monuments comme ça historiques dans d'autres pays, servaient très certainement de générateurs ou de transmetteurs ou de choses un petit peu comme ça. Alors, donc restez sur la vidéo, je vais vous en parler juste après. Donc le résonateur de Schumann, j'ai regardé sur YouTube un petit peu ce que les gens disaient. En gros, c'est un appareil qui va permettre de réharmoniser notre environnement par rapport à la fréquence de 7,83 Hz. On va voir un petit peu ce que c'est que ce fameux 7,83, qui est censé être la fréquence de résonance de la planète Terre. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur le quartz et celle sur les Atlantes, la technologie des Atlantes.
Ça, c'est quelque chose qui est avéré, c'est ce qu'on peut faire en radioastronomie, on peut étudier les astres, on peut les observer par leur champ électromagnétique. Pourquoi? Parce qu'ils génèrent voilà, un champ électromagnétique, tout simplement, qu'on va pouvoir eh bien, capter par des antennes. Donc ça, c'est quelque chose de, de, de réel. Et notre planète Terre, on sait qu'elle génère également une fréquence acoustique. Je dis bien acoustique parce que ça va être très important de faire la distinction, et c'est le gros problème que je remarque dans le milieu ésotérique. C'est tout le but aussi de cette vidéo, ça va être un petit peu de démystifier ces domaines-là, parce que moi, c'est mon domaine. Les ondes électromagnétiques et les antennes, c'est mon domaine. Donc, les Hertz, le terme Hertz, H-Z, de manière générale, sans parler d'acoustique ou quoi que ce soit, ça permet de mesurer un nombre de variations durant un temps donné. Donc nous, c'est 1 seconde, c'est notre temps de référence. C'est ce qui permet voilà, de fixer la temporalité. Donc, durant cette seconde-là, on va regarder combien de fois notre signal va monter et descendre. Donc c'est 1 Hz, c'est une montée et une descente. Par rapport à quoi? Parce qu'il faut toujours une référence. Le 0 volt. Donc le signal, il est alternatif puisqu'il monte et il descend au niveau de son signal. Donc le courant électrique domestique, ça va être du 50 Hz, 230 volts. C'est-à-dire que pendant 1 seconde, il y a 50 fois la variation. Là, la planète Terre génère un signal de 7,8 Hz. Donc là, on est sur de l'infrason, on est sur des ondes acoustiques, ce qui n'a rien à voir avec les ondes électromagnétiques, qui proviennent d'un courant électrique. En fait, notre planète génère à la fois un champ électromagnétique, donc une fréquence électromagnétique, une fréquence radio, et une fréquence acoustique. Et le problème, c'est que là, avec ce fameux résonateur de Schumann, en fait, il y a une espèce d'amalgame entre tout ça, et les gens, on le voit, hein. Moi je le vois dès que je les écoute, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le problème du résonateur de Schumann, c'est que sur ce circuit, il y a une antenne. Donc une antenne, c'est pour les ondes électromagnétiques, sauf que ça résonne sur une onde acoustique. Une onde acoustique, pour les infrasons, ça se génère soit avec un haut-parleur, ou pour l'histoire de la résonance de Schumann, qui est la fréquence de résonance acoustique de la planète Terre. Ça, c'est utilisé notamment en spéléologie. Alors, j'ai pas tellement étudié ce domaine-là parce que je ne peux pas le pratiquer moi au quotidien. Il n'y a pas trop d'intérêt, je fais pas de spéléo, donc je peux pas vous dire précisément comment ça fonctionne, mais grossièrement, je sais que pour la spéléologie, on utilise justement ce principe d'infra. Je crois que c'est ça. Alors attendez, je revérifie pour ne pas vous dire de bêtises, parce que l'idée c'est justement de dire les choses, de vraies choses. Donc l'infrason. Donc non, c'est pas l'infrason, ça c'est le TLF. Onde sonore. Donc si c'est de l'infrason, pardon. Donc l'infrason, on s'en sert en spéléologie pour communiquer là où les ondes radio sont bloquées par les parois. Donc on peut communiquer sur la courte distance avec des talkie-walkie par exemple, mais si on doit communiquer sur plusieurs kilomètres de galerie, on va passer en ELF. On a une sorte de téléphone de campagne, de combiné, avec un piquet qu'on va foutre dans la terre, dans le sol, contre les parois, dans la paroi, dans la terre, dans la planète Terre, quoi. On la plante, et on va pouvoir, via le sol, transmettre un signal jusqu'à les autres combinés dans lesquels on va pouvoir entendre les communications. Alors, ça balance une porteuse, je sais que ça fait une espèce de claquement de tac 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 tac, et par-dessus, on va pouvoir envoyer notre signal par-dessus cette espèce de porteuse pour parler et que l'autre puisse nous entendre. Alors, le son est très dégradé, hein, mais ça permet quand même de comprendre ce qui est dit, et si on a une bonne phrasologie radio, on peut communiquer correctement. Donc voilà, l'ELF, c'est utilisé en spéléo pour communiquer dans la Terre sans passer par les ondes radio. Donc déjà, là, il y a un hic. Alors, on va revenir sur l'ELF. Je vais vous dire un petit peu comment j'en suis arrivé là, parce qu'il y a tout un cheminement intéressant. C'est que je suis tombé sur un graphique qui revient très régulièrement sur les gens qui présentent les trucs de la résonance de Schumann. Les fameux graphiques que vous avez déjà dû voir là. Ça me parle. Dans le domaine de la radio, c'est ce qu'on appelle une waterfall, c'est-à-dire un fond bleu, une cascade d'eau en français, qui va nous permettre, grâce à un effet de couleur chaude et froide, donc plus c'est froid, plus le signal est faible, et plus c'est chaud, plus le signal est fort, et ça permet d'afficher graphiquement
des signaux. Sa nature, hein, ça peut être un signal acoustique, ça peut être des signaux acoustiques, ça peut être des signaux électromagnétiques, ça peut être ce qu'on veut. C'est juste une interface graphique qui permet d'afficher quelque chose de manière visuelle sur une bande passante que l'on va régler et avec une hauteur de signal qu'on va également régler. Dans le domaine, on va dire, courant, dans par exemple le domaine radioamateur, c'est ce qu'on va retrouver avec les technologies SDR, qui aujourd'hui est complètement abordable et avec lesquelles on va pouvoir notamment faire de la radioastronomie. Donc ça, c'est des technologies, moi, que j'utilise depuis des années, donc ça me parle. Dès que je vois ça, ça me parle. Et le problème, c'est que sur les sites, sur les sites et sur les pages qui présentent ça, en fait, il n'y a aucune explication. C'est en mode, oui, bah, vous voyez, là, il y a plein de trucs, il y a plein de signaux, oh là là, la Terre, il se passe des trucs, c'est grave, machin, bidule. Déjà, premier problème, c'est en cyrillique. Moi, je suis pas russe, je lis pas le cyrillique. J'ai réussi à trouver l'origine de ces graphiques. Donc c'est sur le site, je vous le mettrai en lien, hein. C'est sosrff.tsu.ru qui est un récepteur d'ondes ELF, je pense situé en Russie, ou je ne sais pas exactement où, qui permet d'afficher de manière journalière différentes données. Mais le truc qui est bizarre, c'est que là, il parle. Encore une fois, j'ai encore quelques lacunes dedans donc, là-dessus, donc je peux me tromper. Mais là, on parle bien depuis tout à l'heure d'ondes acoustiques, sauf que là, il parle de champs électromagnétiques. Alors les deux sont, je pense qu'ils sont liés par rapport à ce que la Terre génère. Tout comme sur une onde radio, bah, on retrouve sur notre signal radio bah, du son acoustique. Ça me paraît tout à fait évident que la planète Terre génère un champ électromagnétique et par-dessus, ou englobé dans le signal, une fréquence acoustique. Donc là, voilà, on voit par exemple, si on va dans mesure, alors mettez un plugin pour traduire automatiquement, parce que sinon vous allez rien comprendre. On va dans... Ah là c'est intéressant, voilà, j'ai quelques données en plus. Alors, je suis en train de découvrir comme vous, là, hein, c'est quasiment instantané. Enfin, voilà, là j'ai découvert ça il y a 20 minutes et je vous fais la vidéo. Donc vous allez dans mesure, électromagnétique background, et là vous allez avoir les archives sur 3 jours de ce qui s'est passé. Là on voit qu'il y a des variations. Le 1er janvier jusqu'au 3 janvier 2025, on voit c'est régulier, ça fait toujours le même chemin, on voit qu'il y a une oscillation d'un signal. Pam pam pam, et donc là on voit que à gauche, le graphique de bas en haut, c'est attendez, en mégahertz, c'est ça? Ok, donc là on a le graphique en mégahertz. Donc de 0 à 30, il y a énormément de choses, hein. Alors pour écouter régulièrement ces ondes-là, ce qui m'étonne, c'est que ça ne correspond pas au trafic qu'il y a sur les ondes. Mais bref. Et de gauche à droite, ça va de 0 à 24, donc ça va être le temps. Voilà, c'est la temporalité. Et en haut, le signal. Ce qui est bizarre, c'est que là, on parle d'ondes ELF. En fait, c'est ça que je cherchais, moi, de base, c'était sur quelle gamme de... Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Quelle gamme de fréquences je vois? Et donc, là, on est sur de l'ELF. C'est comme ça que j'ai réussi à chercher l'ELF, de savoir, de connaître exactement la portion qui correspond à l'ELF. Et là, c'est pareil, il y a un truc qui colle pas, d'après moi. Alors, si on retourne sur le site, donc c'est qrvradio.fr, c'est un site français, qui est un site radioamateur, qui permet de référencer toutes les gammes de fréquences pour tout simplement les connaître. Parce que le spectre électromagnétique, et même les spectres, même acoustiques ou autres, hein, sont découpés en plein de morceaux. C'est pour se repérer, tout simplement. Donc, par exemple, si on reste sur les ondes électromagnétiques, les ondes qu'on va le plus utiliser, ça va être la VHF et l'UHF. La VHF, ça va être la radio FM, hein, le RTL2, énergie, tout ce que vous voulez. Et l'UHF, ça va être plus la Wi-Fi, le téléphone, c'est ce genre d'appareil. Donc VHF, c'est very haute fréquence, ça va de 30 à 300 MHz, et on est sur des ondes électromagnétiques, hein. Donc il va y avoir aussi le principe de longueur d'onde qu'on verra juste après, qui d'après moi est très important. UHF, ça va de 300 MHz à 3000 MHz, donc là ça englobe vraiment les talkie-walkie, les téléphones portables, etc. Ensuite, il y a la HF, qui va de 3 MHz à 30 MHz, qu'on va justement retrouver dans ce fameux tableau.
Et en dessous, tac, 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 là, on passe sur nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la zone ELF. Parce que sur le site russe, ils disent bien que c'est la portion ELF. Et là, on n'est plus sur des ondes électromagnétiques, donc des ondes radio, mais on est sur des ondes sonores, donc des ondes acoustiques. Donc, ce qu'on va générer avec un haut-parleur et et qu'on va capturer avec un micro. On n'est pas du tout sur le même principe. C'est plus une antenne qui va générer un champ électromagnétique. Quoique, ça peut se discuter, un haut-parleur, c'est une bobine, ça peut être considéré comme c'est une sorte d'antenne. Oui, oui, si, ça peut, si, j'avoue, c'est un petit peu pareil. Donc là, donc l'ELF, ça va de 3 Hz à 30 Hz. Et justement, eh bien, la fameuse fréquence, 7,83, je crois, 7,83 Hz, se situe dans la bande de fréquence acoustique ELF. Donc là, désolé, c'est un petit peu long, mais là, on comprend qu'il y a une incohérence entre le fait d'avoir une antenne, parce que là, c'est pas un haut-parleur. Une onde acoustique, ça se génère avec un haut-parleur. Un haut-parleur, c'est une bobine en cuivre avec un aimant et une membrane. Là, on a la bobine, qui n'est pas en cuivre déjà, donc elle est moins conductrice. On n'a pas le aimant et on n'a pas la membrane. Donc comment ça peut générer un courant acoustique, enfin un courant acoustique, une onde acoustique, pardon. Surtout qu'on parle en même temps d'ondes électromagnétiques. Vous voyez, c'est pas cohérent. Maintenant, on va parler de longueur d'onde. Avant avant de rentrer dans les domaines un peu plus ésotériques, on va dire. Qu'est-ce qu'une longueur d'onde? Ça, c'est un truc que les gens, ne comprennent pas. Ils mélangent tout, la longueur d'onde a changé, machin, bidule. Alors, pour toute fréquence, il y a une longueur d'onde, enfin, la longueur d'onde, pardon, c'est une des manières de mesurer une fréquence. On va rester sur les ondes électromagnétiques. Une onde électromagnétique, on la mesure soit en kilohertz, mégahertz, gigahertz, donc avec sa fréquence, ou alors en longueur d'onde. Ça, c'est quelque chose qui est moins répandu. À l'époque, on le faisait avec la TSF, on disait mets-toi sur la bande des 120 mètres, par exemple. Aujourd'hui, ça se dit quasiment plus. C'est très très rare qu'on utilise la longueur d'onde pour parler d'une fréquence parce que c'est pas assez précis. Mais toute fréquence a une longueur d'onde bien définie. Et ça se mesure de manière mathématique. Sur l'ordinateur, je vais vous montrer. On va mesurer la longueur d'onde de la fréquence de 100.0 MHz. Ou non, allez, 103.5. Imaginons la fréquence de radio de mon secteur. C'est pas celle-là, mais on s'en fout. Donc, ça va être 103,5. On va faire 300. Ça, c'est des calculs élémentaires qu'il faut connaître pour les longueurs d'onde. 300 divisé par, on a dit quoi, 103,5 est égal à 2,89. 2,89, ça correspond à la longueur d'onde. On est sur la bande de fréquence VHF, 103.5, ça se situe entre 30 et 300 MHz, on est donc sur la bande de fréquence VHF. La bande de fréquence VHF, ça se mesure en mètres. C'est ce qu'on appelle la bande métrique. 2,89, ça nous permet en fait de connaître la bande de fréquence, ça nous permet de savoir avec quelle mesure on va lire le résultat de notre calcul. Donc 2,89, ça veut dire que notre longueur d'onde est de 2,89 mètres pour la fréquence 103.5. Et grâce à cette longueur, grâce à la longueur d'onde, à ce 2,89 m, on va pouvoir connaître la longueur d'onde, la longueur idéale de notre antenne pour fonctionner sur 103.5. C'est pas compliqué. On divise par 4. Ça nous donne 0,72. Donc la longueur idéale de mon antenne pour fonctionner sur 103.5, c'est 0,72 cm. L'antenne de référence, c'est le dipôle. C'est un brin vertical, un brin qui rayonne, le plus, et le moins, la masse, vers le bas. Ça, c'est l'antenne de référence, c'est celle qui a un gain de 0, c'est-à-dire qu'elle n'amplifie pas, elle ne diminue pas enfin, elle a un gain de 0,02, je crois, 0,2 dB. C'est des trucs un peu plus techniques, on y reviendra si ça vous intéresse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque
taille d'antenne, chaque longueur d'antenne va fonctionner sur une fréquence différente. Là, on est sur des fréquences extrêmement basses. Déjà, on est sur des fréquences acoustiques, donc le truc électromagnétique n'a plus rien à foutre là. Donc, c'est pas avec une antenne qu'on génère un champ, un signal acoustique, c'est avec un haut-parleur. Alors, sauf que la subtilité, je dis partiellement des conneries volontairement, c'est que l'ELF, on s'en sert aussi pour communiquer dans les sous-sols, dans les grottes. On va avoir notre appareil qu'on va planter avec un piquet dans le sol, putain j'arrive plus, avec un piquet dans le sol, et on va balancer un signal pour communiquer. Le truc, c'est que là, notre appareil de résonateur de Schumann, on ne le met pas dans le sol, en fait. Et comment dire, la taille de l'antenne, elle correspond pas, en fait. Enfin, elle correspond à rien. C'est ça, en fait. C'est pas qu'elle correspond pas avec la fréquence, c'est qu'elle ne correspond à rien. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est pour ça aussi qu'il y a le Tipeee, c'est que j'aimerais bien choper ce fameux résonateur là et de l'analyser pour voir réellement sur quelle gamme de fréquences cette antenne-là est adaptée, et pour voir si c'est pas tout simplement du bullshit. Voilà. Maintenant, on va en venir à quelque chose d'un peu plus ésotérique. J'espère que ça a été clair pour vous les explications. Ce motif. Qu'est-ce que c'est que ce motif et qu'est-ce qu'on peut éventuellement en faire? En tout cas, moi, quelles sont mes pistes de réflexion par rapport à ça? Le motif qu'on retrouve dans la cathédrale de Chartres. Pour moi, je suis persuadé que les cathédrales sont des caisses de résonance, aussi bien acoustiques que électromagnétiques. Je m'explique. Il suffit de regarder, de lire par exemple ce livre-là, pour comprendre que tout dans la cathédrale de Chartres, sur le Mont Saint-Michel, sur beaucoup de lieux, tout est logique, tout a une cohérence et tout est mathématique, tout a été réfléchi. Le moindre angle de mur, toutes les distances entre tout est calculé, mesuré. Et ça, on ne le fait pas pour le plaisir, je pense que c'est pas forcément que pour laisser des sortes de traces, c'est aussi parce que techniquement, je pense qu'il y a une réelle utilité. C'est pas pour rien que les plus beaux concerts se font dans les cathédrales, parce que c'est là qu'on a une résonance très particulière due aux différents volumes, à la densité des murs, à la distance, aux matériaux utilisés. Ça, c'est vraiment très très important. Et en fait, ça va créer une sorte de caisse de résonance pour de la musique et même, je pense, pour une partie de tout ce qui va toucher au spirituel. Parce qu'en fait, tout n'est qu'onde, en fait. Je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo qui, pareil, parle des ondes. Tout n'est qu'onde. D'après moi, il y a un lien très clair entre le monde, on va dire, spirituel et les ondes. C'est très clair, et ça se voit ne serait-ce que par ces motifs-là, qui en fait, pour moi, ça c'est une antenne. Et pourquoi c'est une antenne? Parce que comme je viens de vous le dire, les cathédrales sont des caisses de résonance, tout comme je suis persuadé que les pyramides sont des sortes d'émetteurs ou de récepteurs. Parce qu'on ne construit pas des bâtiments aussi grands juste pour foutre un mec mort, c'est pas possible, avec tous des calculs, des logiques, des angles à respecter, avec des alignements, avec des étoiles, des constellations, des machins. C'est pas possible que ça soit juste pour foutre quelqu'un mort. Ce n'est pas possible. Surtout que, pour prendre l'exemple de la cathédrale de Chartres, on remarque que historiquement, la cathédrale a été construite sur un lieu qui était déjà utilisé par d'autres civilisations, notamment les Celtes, et encore par d'autres civilisations, et qu'on peut remonter très loin. Et que la cathédrale de Chartres est construite sur un point tellurique très intéressant. Alors, qu'est-ce que les courants telluriques? De manière très rationnelle, très terre à terre, c'est tout simplement, c'est le voisin, c'est tout simplement des sortes de continuité de minéraux, moi je suis persuadé que les rivières souterraines jouent un rôle de fil conducteur, comme de câble électrique en fait, parce que l'eau est conductrice.
on remarque qu'en fait, sous des continents entiers, il y a des rivières qui circulent en continu, et que tout ça s'est connecté ensemble sous la Terre, mais il y a des endroits où ça ressort. Et c'est là justement qu'on remarque que des lieux liés au spirituel sont construits. Et c'est là que moi je ne peux que me dire que ceux qui avaient construit ça avaient conscience de tous ces canaux souterrains, de ces canaux telluriques qui communiquent les uns avec les autres par soit des minéraux, soit par exemple de l'or. Hein. Imaginons des filons d'or qui permettent de faire des sortes de câbles souterrains et qui font transiter des courants. Et dans la vidéo sur le quartz, justement, je vous disais que, d'après moi, le quartz qu'on retrouve dans la Terre permet de générer justement peut-être une partie de cette fameuse fréquence que la Terre génère, parce que c'est une sorte de pile géante. Sinon, elle ne pourrait pas générer de champ électromagnétique. Tout courant électrique génère un champ électromagnétique. Donc s'il y a un champ électromagnétique, il y a du courant électrique. S'il y a du courant électrique, il y a un champ électromagnétique. Donc si on sait que la planète génère un signal, bah, ça veut dire qu'elle génère de l'énergie. Donc cette énergie-là, je pense qu'une partie peut être redistribuée dans plein de lieux différents par ces fameux canaux telluriques qui sont des sortes de câbles en fait, parce que bah, l'eau c'est conducteur, certains minerais sont conducteurs, et que bah, sur des grandes distances, bah, ça peut circuler. Et, et la Terre est conductrice. C'est pas pour rien que dans toutes les maisons, on a la mise à la terre. On met un piquet dans le sol, sous le sol, pour évacuer le trop-plein d'énergie. Donc si le sol ne serait pas conducteur, on ne mettrait pas de piquet de terre, ça n'aurait aucune logique. Donc pour moi, le résonateur de Schumann, c'est du bullshit, parce que déjà, on parle d'ondes acoustiques, mais on met une antenne qui pourrait capter ou générer un champ électromagnétique. En plus de ça, au niveau de la longueur d'onde, donc de la taille de l'antenne, c'est-à-dire la longueur totale de tout le bobinage, on va dire, du début à la fin du câble. Donc là, par exemple, pour le modèle carré, bah, ça va de l'extérieur à l'intérieur. Donc il y a tout le tour, tac, tac, tac. Donc l'antenne cadre, hein, qu'on retrouve chez les premiers pionniers de la radio. Et cette antenne-là. Enfin, ce labyrinthe qui, d'après moi, est une antenne. Donc ça démarre ici et ça s'arrête ici. C'est exactement le même schéma. Le problème, c'est que les gens qui vendent des espèces d'antennes fabriquées à base de ça se foirent complètement, parce que ils mettent le plus ici et ils mettent le moins ici. Sauf qu'en fait, tout l'ensemble est le plus, en fait. Donc en fait, ils court-circuitent tout, et ça peut pas marcher. Alors il y a des antennes que vous pouvez court-circuiter, vous avez les antennes loop, vous avez d'autres types d'antennes où on peut les court-circuiter, mais je doute, peut-être que je me trompe, mais je doute que cette antenne-là puisse être court-circuitée. Pour moi, ça c'est juste le brin qui rayonne, parce que l'antenne c'est un plus et un moins. C'est une antenne, en réalité, c'est composé de deux éléments, le brin rayonnant et le brin de masse. C'est comme une batterie en fait. Si vous avez juste le plus ou plus le moins, ou juste le moins, ça ne marchera pas. Il faut le plus et le moins qui travaillent ensemble. Là, on a le plus. Ah, et maintenant, il faut trouver le moins. Donc c'est pour ça, je pense qu'en fait, ça c'est une antenne, j'en suis persuadé. Je pense que ce qu'il y avait au sol dans les cathédrales, dans la cathédrale de Chartres, là, ce qu'on retrouve là sur c'est un dallage, c'est même pas un damier, c'est une sorte de dallage. C'est un plan de fabrication pour avoir la bonne grandeur de l'antenne qui est reliée au système, au canot tellurique qu'il y a sous la cathédrale. Et j'aimerais bien, moi, savoir ce qu'il y a exactement sous ça, en fait. Hein. Dans les sous-sols, je suis sûr qu'on peut retrouver, alors, soit un puits, soit un truc qui mène encore plus bas, dans lequel on va pouvoir connecter directement l'édifice au canot tellurique, qui eux-mêmes sont connectés à la Terre, et la Terre génère un champ et de l'énergie, etc., etc. Donc ça circule. Je suis persuadé que le bâtiment fait office de caisse de résonance, ou une sorte de cage de Faraday, ou de directeur, je ne sais pas, plutôt de réflecteur, pas de directeur. Je pense que le directeur, la partie directrice de l'antenne, ça serait plutôt peut-être le sommet, la flèche, qui serait peut-être
en une matière conductrice qui pourrait diriger l'énergie vers un lieu, une zone bien précise. Mais ouais, je pense que les murs, il faudrait regarder en quelle matière ils sont faits, mais je suis persuadé que acoustiquement et électromagnétiquement parlant, les murs permettent de garder soit l'énergie qui va sortir on va dire, du sol, qui va être générée par cette antenne-là, parce que l'antenne, elle génère un champ électromagnétique autour de où elle est. Je vous avais dit tout à l'heure que l'antenne cadre, eh ben, si votre antenne, elle est, on va dire comme ça, si là vous avez votre carré à plat, bah, elle va rayonner ici et derrière. Bah là, c'est pareil, mais à plat. C'est-à-dire que si votre antenne, elle est comme ça, elle va rayonner vers le bas, sauf s'il y a un réflecteur, c'est-à-dire un élément rayonnant, enfin un élément conducteur plutôt qui va faire rebondir l'onde pour la faire repartir dans l'autre sens, tout comme sur une antenne Miyagi, les antennes Rato, et ben, l'élément qui est le plus grand, qui est à l'arrière, va permettre de faire faire à l'onde un espèce de demi-tour pour qu'elle parte vers l'avant. Et les éléments les plus petits, ceux qui sont je vais vous chercher une antenne, ça sera plus simple. Une petite antenne de télévision. Donc ici, on a notre brin rayonnant, le brin de masse. Donc ceux-là, ce sont les deux qui sont connectés, les deux seuls qui sont connectés au câble. Celui-là, c'est le réflecteur. C'est celui qui va faire que l'onde qui est générée ici et ici, enfin le champ électromagnétique, soit rebondisse ici et reparte dans cette direction-là. Et ceux-là vont diriger ce rayonnement vers l'avant. Et je suis persuadé que dans les cathédrales, il y a les mêmes éléments, réflecteurs et directeurs, pour faire monter le signal, ou alors, au contraire, le recevoir dans l'autre sens, parce qu'une antenne, ça fonctionne dans les deux sens. Peut-être que c'est pour recevoir un signal qui provient d'au-dessus, à savoir quoi exactement et d'où ça vient, et quelle est la nature de signal, pour le faire passer dans le bâtiment, le faire rentrer dans l'antenne, et de l'antenne, ça part dans les canaux telluriques, et ça, c'est redirigé ailleurs. Franchement, je suis très sceptique sur beaucoup de choses, mais avec ma vision, on va dire mon expérience dans le domaine des ondes, ça me paraît totalement réaliste. Très franchement. Ça me paraît totalement réaliste que les cathédrales, certaines cathédrales et d'autres bâtiments, un peu partout sur la Terre, servent à ce genre de choses. Maintenant, il faut savoir pourquoi, à quoi ça pourrait servir. Moi, l'objectif, ça serait d'aller à Chartres, d'aller pouvoir mesurer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais un petit peu, je vous donnais quelques notions de base sur les longueurs d'onde. Le même schéma d'antenne, si on le grossit ou si on le diminue, bah, ça va changer la fréquence sur laquelle l'antenne va fonctionner. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un fil, un fil électrique, n'importe quoi, un câble, on s'en fout, un fil à linge, où il y a un truc conducteur à l'intérieur, un fil conducteur, bah, selon la longueur à laquelle je vais le couper, et ben, ce qui va rester, et ce qui sera connecté à mon appareil, bah, ça fonctionnera sur des fréquences différentes. Donc, je suis persuadé qu'en mesurant la longueur totale, en prenant en fait, en connaissant la cote, si vous la connaissez, moi ça m'intéresse, je ne l'ai pas encore cherché, j'aimerais bien le faire en vrai, moi-même mesurer. J'aimerais mesurer la vraie grosseur de l'antenne, enfin du motif là plutôt, de ce qu'ils appellent le labyrinthe. Je pense que c'est un peu pour noyer le poisson, hein. C'est pas un labyrinthe, ça c'est une antenne. C'est clairement une antenne. Et on s'en sert aujourd'hui de ces serpentins-là. Vous voyez, ça on les retrouve sur les circuits imprimés. De mesurer les dimensions, de recréer à l'identique, avec les mêmes cotes, l'antenne, et de mesurer ce que ça fait. Et de mesurer sur quelle fréquence elle fonctionne. Et à partir de là, je pense qu'on pourra facilement en déduire certaines choses. On pourra peut-être voir un lien avec cette fameuse fréquence, cette 83, peut-être que ça sera sur une harmonique, je ne sais pas. En tout cas, ça serait vraiment très intéressant de le faire. Et de faire ça pour beaucoup de bâtiments. Ça, c'est un truc que j'ai
quasiment pas vu sur internet. C'était justement le but de ces vidéos-là, c'est de creuser un peu plus en détail pour vous dire que, en fait, dans le phénomène de Schumann, bah, tout n'est pas à jeter. Ce principe d'antenne, un peu comme une antenne cadre, mais de manière beaucoup plus travaillée, euh, je, je suis persuadé que ça peut être exploitable. Et si ça a été mis là, c'est pas pour rien. On ne met pas quelque chose au hasard. Il y a une certaine construction quand même, hein. C'est très carré comme forme, enfin très carré dans le sens où tout a été réfléchi dans la construction de ce motif-là. Je suis persuadé que c'est pas pour rien. C'était des ingénieurs de l'époque, tout comme aujourd'hui, il y en a qui conçoivent des antennes sur des circuits imprimés pour fonctionner sur de la Wi-Fi ou autre. C'est réfléchi, c'est testé, et on met pas ça pour rien quelque part. Voilà. Voilà un petit peu moi ce que je peux vous dire de tout ça. Alors à quoi ça peut servir exactement? Quelles seraient mes pistes? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Soit récupérer tout simplement de l'énergie, soit générer de l'énergie pour peut-être fonctionner par induction, comme ce que je vous avais un petit peu expliqué dans la vidéo sur l'énergie, les technologies des Atlantes. Pour moi, c'est de l'induction. L'induction, on la génère avec, avec des bobines, hein, tout comme ça pourrait tout à fait être une bobine d'induction, mais géante, qui permettrait de générer justement, ça c'est un autre truc que j'ai découvert tout à l'heure, en m'intéressant vraiment sur le fonctionnement concret de l'induction. C'est compliqué de trouver de l'info concrète de manière vulgarisée, mais justement, il y avait une chaîne qui parlait de quelque chose de très intéressant, c'est que pour l'instant, l'induction, elle n'est pas très performante, mais qu'ils sont en train de réfléchir sur les spécialistes, les scientifiques, on va dire les testeurs, sont en train d'étudier pour faire de la charge d'appareil par induction, mais soit avec des fréquences acoustiques, ou alors en réglant l'émetteur et le récepteur à induction sur une fréquence bien précise, ce qui les rendrait beaucoup plus performants. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'induction, c'est que c'est pas très performant. Mais je pense que c'est parce que c'est pas bien calibré, tout simplement. Je pense qu'il y a des fréquences sur lesquelles c'est plus performant que d'autres. Et c'est juste que c'est pas encore, on n'est pas encore au point là-dessus, mais c'est en train de se développer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, je pense que toutes ces technologies modernes, en fait, permettent, comme là, de commencer à pouvoir répondre à des questionnements euh, sur des bâtiments qu'on ne comprend pas. Parce que les explications qui sont données sur le labyrinthe, comme quoi c'est le chemin de vie, machin, oui, d'accord, ok, si vous voulez, mais concrètement, techniquement, ça, c'est une antenne. C'est rien d'autre qu'une antenne. Pourquoi c'est une antenne? Dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'à l'époque, il y avait, on avait une toute autre approche de la spiritualité, des bâtiments moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on s'est mis à faire des antennes sur le sol de cathédrales qui sont censées être juste des lieux spirituels dans lesquels on va prier et on va faire des sortes de cérémonies. Vous voyez, c'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et moi, je compte bien découvrir ça. Et voilà. Donc, bah, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. 38 minutes, c'est un petit peu long. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. C'est vrai que des fois, j'ai un petit peu bafouillé, j'ai un petit peu galéré à trouver mes mots, mais bon, ça fait quand même pas mal de temps que je tourne. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, toujours de manière constructive, respectueuse, etc. Et puis je vous tiens au courant pour la suite, hein. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, me donner des pistes, hein, si vous avez des idées, si vous avez des points de vue différents. L'idée c'est de pouvoir échanger, de dire ok, bah, des fois là peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'est voilà, peut-être que c'est autrement, il y a aucun problème. Voilà, bonne fin de journée à vous, puis je vous dis à très bientôt.